Mes parents m'ont ordonné de donner le chalet à mon frère, sinon il me poursuivrait en justice. Mon avocat a juste ri et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie libre. Mais ce qui leur est arrivé ensuite a anéanti toute la famille, et les a laissés sans rien. Je suis assise dans mon salon en ce moment, le regard perdu vers le lac scintillant, ce même lac que mes parents juraient devrait appartenir à mon frère. La même vue qu'ils prétendaient être gaspillée pour quelqu'un comme moi. Le même chalet pour lequel ils ont menacé de me traîner devant les tribunaux. La même propriété qui est devenue le catalyseur de toute la tragédie qui a suivi. Avant de vous raconter tous les détails de cette histoire familiale compliquée, de cet héritage qui a tout fait basculer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos expériences peuvent voyager. Je m'appelle Alix, j'ai 31 ans. Pour la majeure partie de ma vie, j'ai perfectionné l'art de l'invisibilité. J'ai été la fille qui ne dérange pas, celle qui obtient de bonnes notes sans faire de bruit, celle qui construit sa carrière en silence. Une ombre discrète dans le tableau familial, un tableau dont le centre a toujours été occupé par mon frère, Bastien. Il a 3 ans de moins que moi, mais il a toujours eu l'univers d'avance. Bastien n'était pas seulement le fils préféré, il était le soleil autour duquel mes parents, Gérard et Brigitte, tournaient en orbite. Et moi, j'étais une planète lointaine, froide, dont on ne se souciait de la trajectoire que lorsqu'elle risquait de gêner l'astre principal. Je vis à Paris, dans un 2 pièces que j'ai décoré avec une patience infinie, comme pour me construire un nid, une forteresse contre le monde extérieur. Chaque coussin, chaque cadre, chaque plante verte est un choix délibéré, une affirmation silencieuse de mon existence. Mon travail de graphiste indépendante me donne la liberté de ne dépendre de personne, une indépendance que j'ai longtemps confondue avec le bonheur. En réalité, c'était une nécessité, un mécanisme de survie appris très tôt. Les souvenirs les plus nets de mon enfance ne sont pas des souvenirs de joie partagée, mais des leçons silencieuses sur ma place dans la hiérarchie familiale. Je me souviens d'un anniversaire, je devais avoir 10 ans. J'avais passé des semaines à laisser traîner des catalogues de jouets, pointant discrètement du doigt un télescope qui me fascinait. Le jour J, j'ai déballé mon cadeau, un livre. Un beau livre, certes, mais un livre. 5 minutes plus tard, Bastien, dont l'anniversaire n'était que dans 3 mois, a reçu un vélo de course flambant neuf, juste pour lui faire plaisir. Mon père le regardait avec une fierté immense, comme si Bastien venait de remporter le Tour de France. Quand mes yeux se sont un peu embués, ma mère m'a prise à part dans la cuisine. Sa voix était douce, presque chuchotée, ce qui la rendait encore plus tranchante. Une fille doit être plus raisonnable, Alix. Tu comprends, n'est-ce pas? Il faut savoir s'effacer. Savoir s'effacer. C'est devenu ma spécialité. Je me suis effacée quand mes parents ont puisé dans mes économies pour payer les cours de rattrapage de Bastien. Je me suis effacée quand ils ont utilisé l'argent mis de côté pour mon permis de conduire pour lui offrir un scooter. Je me suis effacée quand j'ai dû travailler tous les week-ends dans un café pour financer mes études d'art, pendant que Bastien recevait une généreuse allocation mensuelle pour se concentrer sur ses études de commerce, études qu'il a finalement abandonnées. Je ne leur en voulais pas avec colère. C'était plus insidieux que ça. J'avais intégré l'idée que c'était normal. Que ma valeur était intrinsèquement inférieure à la sienne. Mon indépendance n'était donc pas une fierté, mais une résignation. Je ne demandais rien pour ne pas être déçue. Je ne m'attendais à rien pour ne pas souffrir. J'avais construit ma vie autour de cette certitude, en pensant que c'était la seule façon de préserver la paix, la seule façon d'obtenir les quelques miettes d'attention qu'il voulait bien me jeter de temps en temps. Je pensais que si je devenais une adulte parfaite, autonome et sans besoin, il finirait peut-être par me voir. Par reconnaître mes efforts. Par me dire, juste une fois, qu'ils étaient fiers de moi. Quelle folie! Quel espoir insensé! Le dernier cadeau de ma grand-mère n'allait pas seulement me donner une maison. Il allait faire voler en éclats le fragile équilibre de mon déni. Il allait me forcer à me poser la question la plus terrifiante de toutes, et si, pour la première fois de ma vie, je refusais de m'effacer? Ma grand-mère, Odette, était mon contrepoison. Si ma famille était le lieu de mon invisibilité, son chalet au bord du lac d'Annecy était celui de ma renaissance. C'était une femme forte,
qui avait construit sa vie elle-même après le décès précoce de mon grand-père. Le chalet n'était pas un héritage familial, c'était sa création, son triomphe personnel. Une maison en bois sombre avec des volets bleu lavande, entourée d'un jardin foisonnant où les roses semblaient pousser avec une vigueur têtue, un peu comme elle. Pour mes parents, Annecy était une obligation annuelle, une visite estivale expédiée en un week-end. Pour Bastien, c'était une base pour aller faire du ski ou du wakeboard, le chalet n'étant qu'un hôtel gratuit. Pour moi, c'était un pèlerinage. Dès que j'ai eu mon permis, je prenais la route presque tous les mois. Le long trajet depuis Paris était une décompression. Je laissais derrière moi le bruit, la solitude de la foule, et l'indifférence de ma famille. En arrivant, Odette m'attendait sur le perron avec une tasse de tisane fumante, et son premier regard n'était jamais critique. Il était simplement heureux. Nos conversations n'avaient rien de banal. Nous parlions de livres, de politique, des amours déçus et des rêves persistants. Elle était la seule à qui je pouvais confier mes doutes sur ma carrière, mes peurs de ne jamais être assez bien. Elle ne me donnait pas de conseils. Elle m'écoutait. Et en m'écoutant, elle me donnait le sentiment d'exister. C'est elle qui m'a appris à reconnaître la valeur de ma sensibilité, la transformant de faiblesse, comme ma mère l'appelait, en force. Sa phrase fétiche, qu'elle répétait comme un mantra, résonne encore en moi: n'oublie jamais ta propre valeur, ma chérie, même quand les autres l'oublient. Quand la maladie s'est déclarée, un cancer agressif, il n'y a eu aucune question à se poser. Mon statut d'indépendante est devenu une bénédiction. Je pouvais travailler de n'importe où. Chaque vendredi soir, je prenais le TGV, mon ordinateur portable dans mon sac. Ces week-ends n'étaient plus des visites, c'était ma vie. Je gérais ses rendez-vous médicaux, je lui préparais des soupes que son estomac fragile pouvait tolérer, et nous passions des heures en silence, simplement assises sur la terrasse, à regarder les couleurs changeantes du lac. C'étaient des moments d'une beauté déchirante. Je savais que je comptais les jours, mais chaque jour était un cadeau. Mes parents venaient, bien sûr. Une fois par mois. Leur visite était un tourbillon de pitié bruyante et de conseils non sollicités. Ils réarrangeaient les coussins, parlaient trop fort, et repartaient au bout de 2 heures en me laissant avec une liste de choses à faire, comme si j'étais l'infirmière engagée. Bastien, lui, n'est venu que 2 fois. La première fois, il est resté 1 heure, a passé la moitié du temps au téléphone à gérer une urgence business, et a demandé à Odette si elle ne pouvait pas lui avancer une partie de son héritage, pour un projet. J'ai vu la lueur de déception dans les yeux de ma grand-mère, mais elle a simplement répondu d'une voix fatiguée: nous en reparlerons, mon garçon. Il n'est jamais revenu sur le sujet. Et à peine revenu pour la voir. Après sa mort, le chalet est devenu silencieux. Trop silencieux. Je suis restée 1 semaine, aérée dans les pièces, incapable de partir. Quand le notaire m'a appelée, j'ai cru que c'était pour régler des formalités. J'étais loin d'imaginer la bombe qu'il allait lâcher. Il a lu le testament d'une voix neutre. Des legs mineurs pour mes parents, pour Bastien. Puis il a ajusté ses lunettes. À ma petite fille, Alix, qui a été mon soleil durant mes derniers jours, je lègue en pleine propriété mon chalet situé à Annecy, ainsi que l'intégralité de son contenu. Le silence dans le bureau était total. Je n'entendais que le battement de mon propre cœur. Il m'a ensuite tendu une enveloppe. L'écriture d'Odette était tremblante mais lisible. Ma chère Alix, si tu lis ces mots, c'est que mon voyage est terminé. Ne pleure pas, ou alors pleure de joie pour les moments que nous avons partagés. Ce chalet n'est pas un simple bien immobilier. C'est ma liberté, ma fierté. C'est le seul endroit où j'ai pu être moi-même, sans compromis. Et c'est le seul endroit où je t'ai vu t'épanouir, loin des ombres qui te poursuivaient. Tu as été mon ancre, ma joie. En retour, je t'offre ce refuge. Tu mérites plus que quiconque un endroit qui t'appartienne, un sol solide sur lequel construire ta vie. Fais-en ton sanctuaire. Sois heureuse, ma chérie. C'est mon dernier ordre. Ta grand-mère qui t'aime, Odette. J'ai pleuré en silence pendant tout le trajet de retour vers Paris. Des larmes de gratitude, de chagrin, mais aussi d'une joie si intense qu'elle en était douloureuse. Pour la première fois de ma vie, on ne me donnait pas les restes. On me donnait le meilleur. J'avais un chez moi. J'avais une base.
Mais je ne savais pas que cette base, ce sol solide, était sur le point de devenir un champ de bataille. Et que mes adversaires seraient les personnes mêmes qui m'avaient mise au monde. La convocation est arrivée par un simple SMS de ma mère, une semaine après la lecture du testament, réunion de famille importante dimanche à 15 heures à la maison. Sois présente. Le ton était sec, impérieux. Pas de « s'il te plaît », pas de « comment vas-tu ». C'était un ordre. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée pendant des années, a voulu trouver une excuse, fuir la confrontation inévitable. Mais une autre voix, nouvelle et encore fragile, celle qui tenait la lettre d'Odette comme un talisman, m'a murmuré de ne pas céder. Le dimanche, en arrivant devant la maison de mon enfance, une bâtisse bourgeoise sans âme dans la banlieue de Paris, j'ai eu l'impression d'entrer dans un territoire ennemi. L'intérieur était comme dans mes souvenirs, impeccable, froid, et décoré de photos de famille où Bastien occupait toujours le centre, souriant et confiant, tandis que j'étais souvent sur le côté, un peu flou, comme une pensée après coup. Il m'attendait dans le salon. La mise en scène était théâtrale. Mon père, Gérard, était assis dans son grand fauteuil en cuir, le patriarche prêt à rendre son jugement. Ma mère, Brigitte, était sur le canapé, un mouchoir à la main, déjà prête pour les larmes. Et Bastien, affalé à côté d'elle, regardait son téléphone avec un air d'ennui calculé. Il formait un bloc, une forteresse d'attente et de droits acquis. J'étais seule, l'accusée. Mon père a ouvert les hostilités sans préambule. Alix, nous sommes tous très peinés par la décision de ta grand-mère. C'est un choc. Il a fait une pause, attendant que je m'excuse, probablement. Je suis restée silencieuse. Il est évident, a-t-il continué, que sa santé mentale déclinait. Elle n'était plus elle-même. Ce testament est une aberration. Elle était parfaitement lucide, ai-je répondu, ma voix plus calme que ce que je ressentais. Et elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ma mère a alors sorti sa première salve de culpabilité. Comment peux-tu être si dure, Alix ? Pense un peu à ton frère. Il a des projets, lui. Il va bientôt se marier avec Élise. Ils ont besoin d'un endroit pour commencer leur vie. Un endroit digne de ce nom. Ce chalet, c'est sa chance, son avenir. Le mot « avenir » a été prononcé comme si le mien n'avait aucune importance. Bastien a finalement daigné lever les yeux de son téléphone. Oui, c'est vrai. On a des ambitions, nous. On ne peut pas commencer dans un studio. Le chalet, c'est parfait. C'est ce que grand-mère aurait voulu, au fond. Elle a toujours voulu mon bonheur. L'arrogance tranquille de mon frère a fait naître en moi une colère sourde. Elle aurait voulu ton bonheur, ai-je répété lentement, mais elle m'a donné la maison à moi. C'est peut-être un message, non ? Le visage de mon père s'est assombri. Le ton conciliant a disparu, remplacé par de l'acier. Assez de bêtises. Nous ne sommes pas là pour interpréter les divagations d'une vieille femme. Nous sommes là pour être pratiques. Nous t'avons toujours soutenu. Un mensonge si énorme que j'ai failli éclater de rire, et maintenant, c'est à ton tour de soutenir ton frère. Nous te proposons un arrangement raisonnable. Tu cèdes le chalet à Bastien, et en échange, nous te dédommageons. 100 000 €. L'insulte était si flagrante, si méprisante. 100 000 € pour un bien qui en valait 10 fois plus. Ce n'était pas un dédommagement, c'était le prix de mon silence, de ma soumission. À cet instant, des années de frustration, de sentiments refoulés, ont fusionné en une clarté glaciale. Je me suis levée. La réponse est non. 3 mots simples, mais qui ont eu l'effet d'une détonation dans le silence du salon. Le chalet n'est pas à vendre. Il n'est pas négociable. C'est la dernière volonté de ma grand-mère, et je la respecterai. La discussion est close. Que feriez-vous à ma place ? Accepteriez-vous l'inacceptable pour éviter la guerre, ou traceriez-vous une ligne dans le sable, quitte à tout faire exploser ? Dites-moi dans les commentaires ce que votre cœur vous aurait dicté. La réaction a été immédiate. Le visage de mon père est devenu pourpre. Ma mère a éclaté en sanglots, m'accusant d'être sans cœur et de détruire la famille. Bastien s'est levé, furieux. Tu as toujours été jalouse. Tu ne supportes pas que j'aie quelque chose. C'est pathétique.
Je suis parti sans un mot de plus, leurs accusations me suivant comme des flèches dans le dos. En fermant la porte d'entrée derrière moi, j'ai eu le sentiment de ne pas seulement quitter une maison, mais de quitter une vie entière. La vie de l'enfant invisible. Leurs dernières paroles, criées par mon père, résonnaient dans ma tête. Tu vas le regretter amèrement, Alix. Je te le jure. Je ne savais pas encore à quel point ils étaient prêts à aller loin pour que cette promesse devienne réalité. Le silence qui a suivi cette confrontation était bien pire qu'une dispute ouverte. C'était un silence radio total de la part de ma famille directe, un vide pesant qui laissait présager une offensive souterraine. J'ai naïvement espéré, pendant quelques jours, qu'ils boudaient, qu'ils finiraient par accepter ma décision. J'aurais dû mieux les connaître. Ils ne se préparaient pas à la paix, mais à la guerre, et leur première arme a été la plus insidieuse de toutes, la rumeur. L'assaut a commencé par un appel de ma tante Sylvie, la sœur de mon père. Sa voix, habituellement enjouée, était pleine d'une sollicitude mielleuse qui a immédiatement déclenché mes alarmes internes. « Ma petite Alix, comment vas-tu ? Ton père m'a appelé. Il est si inquiet. Il dit que tu ne te remets pas du décès de maman Odette, que tu te coupes de tout le monde. » Je suis restée abasourdie. Inquiet ? Il était surtout furieux la dernière fois que je l'ai vu. Oh, tu sais comment il est, a-t-elle balayé d'un ton faussement compréhensif. Il s'exprime maladroitement, mais il t'aime. Il pense juste que ce chalet, cet isolement, ce n'est pas bon pour toi dans ton état. Tu sais, tu as toujours été si sensible. Sensible. Le mot qu'ils utilisaient depuis mon enfance pour dire « faible, instable ». J'ai compris leur stratégie. C'était d'une perversité brillante. Ils ne m'attaquaient pas de front. Ils instillaient le doute, semaient des graines de préoccupation parmi la famille et les amis. Ils ne disaient pas « Alix est une voleuse », ils disaient « Pauvre Alix, elle est si fragile, le chagrin lui fait faire des choses étranges ». Ils me transformaient en une victime de mon propre esprit, rendant ma position sur le chalet non pas comme un acte de volonté, mais comme le symptôme d'un déséquilibre. L'appel de Sylvie n'était que le début d'un déluge. Un cousin de Lyon m'a appelé pour me dire qu'il comprenait que j'ai besoin de m'accrocher à des souvenirs, mais que je devais penser à l'avenir de Bastien. Une vieille amie de mes parents m'a envoyé un long message, m'expliquant que, parfois, l'amour pour un frère doit l'emporter sur l'attachement matériel. Chaque conversation était une variation sur le même thème, un lavage de cerveau orchestré. J'avais l'impression d'être prise dans une toile d'araignée, où chaque fil était une conversation téléphonique, un message, un sous-entendu. J'ai essayé de me défendre. J'ai expliqué ma version de l'histoire, la vérité sur la relation que j'avais avec ma grand-mère, le contenu de sa lettre. Mais mes paroles se heurtaient à un mur de scepticisme poli. La version de mes parents était déjà installée. C'était celle des parents aimants, désemparés face à leur fille endeuillée et irrationnelle. Mon histoire, celle d'une injustice de toute une vie, était trop complexe, trop douloureuse. La leur était simple, et elle leur donnait le beau rôle. Le point culminant de cette campagne a été lorsque j'ai appris, par une cousine plus jeune et plus compatissante, que mon père avait organisé un grand dîner de famille. Il avait porté un toast, non pas à la mémoire de sa mère, mais à l'unité familiale face à l'épreuve. Il avait parlé, les larmes aux yeux, de sa peine immense de voir sa fille, consumée par le chagrin, influencée par de mauvaises décisions. Il n'avait pas demandé à la famille de me condamner, mais de me soutenir par leurs prières, pour que je revienne à la raison. En apprenant cela, la rage a pris le pas sur la tristesse. C'était un coup de maître de manipulation. Il m'avait non seulement isolé, mais il s'était positionné comme un martyr, un père souffrant. Il m'avait volé ma propre histoire, mon propre deuil, pour le transformer en une arme contre moi. J'ai cessé de répondre au téléphone. Je me suis muré dans le silence, ce qui, ironiquement, ne faisait que confirmer la fiction qu'ils avaient créée. J'étais seule, et ils le savaient. Ils avaient méticuleusement préparé le terrain. Ils avaient sapé ma crédibilité, m'avaient coupé de tout soutien potentiel. J'étais une cible parfaite pour leur prochaine attaque, une attaque qui ne serait plus psychologique, mais bien réelle et légale. Et je savais, avec une certitude glaçante, qu'elle était imminente. Épuisée par cette guerre psychologique, j'ai pris une décision radicale. J'ai fait mes valises,
j'ai sous-loué mon appartement parisien et je suis parti m'installer au chalet. C'était à la fois une fuite et un acte de défi. Je fuyais l'atmosphère toxique et les regards accusateurs, mais je revendiquais aussi physiquement ma propriété. Si c'était mon refuge, alors j'allais y vivre. Les premières semaines à Annecy ont été une bouffée d'oxygène. Le silence n'était plus menaçant, il était apaisant. Je me suis plongée dans le travail, j'ai commencé à désherber le jardin de ma grand-mère, à faire de longues marches au bord du lac. Lentement, très lentement, je commençais à panser mes plaies. Je me disais que la distance géographique finirait par user leur détermination. J'avais tort. Ils n'avaient pas oublié. Ils attendaient simplement le bon moment pour porter les stockades. Ce moment est arrivé un mardi après-midi pluvieux. J'étais en train de dessiner près de la grande baie vitrée, profitant de la lumière grise sur le lac, quand une voiture que je ne connaissais pas s'est engagée dans l'allée. Mon cœur a raté un battement. J'ai vu mon père sortir du côté passager, suivi de ma mère. Puis Bastien est sorti de l'arrière. Le conducteur était un homme que je n'avais jamais vu, la cinquantaine, engoncé dans un costume sombre qui semblait un peu trop serré pour lui. Je les ai regardés s'approcher, le bruit de leurs pas sur le gravier crissant comme une menace. Je suis allé ouvrir la porte avant qu'ils ne frappent, décidé à ne pas leur montrer la moindre peur. Je ne vous attendais pas, ai-je dit, ma voix aussi neutre que possible. Mon père ne m'a même pas regardé. Il a fait un geste vers l'inconnu. Alix, voici maître Durand. Notre avocat. L'homme s'est avancé, me tendant une main moite que j'ai ignorée. Il avait un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux froids. Mademoiselle, a-t-il commencé d'un ton faussement conciliant. Mes clients et moi-même sommes ici pour tenter une dernière fois de résoudre cette situation à l'amiable. Il n'y a rien à résoudre, ai-je rétorqué. La situation est très claire. C'est ma maison. Le sourire de maître Durand s'est effacé. Pas selon la loi française. Nous avons passé les dernières semaines à recueillir des déclarations sous serment. Des membres de votre famille, des amis, même une ancienne aide-soignante de votre grand-mère. Tous décrivent un schéma inquiétant, une petite fille qui s'immisce, qui isole sa grand-mère de ses autres proches, qui gère ses finances, juste avant un changement de testament en sa faveur. Chaque mot était une pierre jetée avec une précision calculée. Ils avaient même trouvé une aide-soignante pour mentir. J'étais sidéré par leur niveau de préméditation. Nous avons donc constitué un dossier solide pour vous poursuivre pour abus de faiblesse, a-t-il continué, savourant visiblement l'effet de ses mots. Comme vous le savez peut-être, c'est un délit pénal. Les conséquences vont bien au-delà de la simple annulation du testament. Nous parlons d'une amende potentiellement lourde, d'une peine de prison avec sursis, et d'un casier judiciaire. Votre carrière de graphiste indépendante, qui repose sur la confiance de vos clients, pourrait en être irrémédiablement affectée. La menace était claire, brutale. Il ne voulait plus seulement la maison. Il voulait ma capitulation totale, mon humiliation. Il a ouvert sa mallette en cuir usé et en a sorti un document. Cependant, mes clients ne sont pas des monstres. Ils ne souhaitent pas voir leurs filles et sœurs faire face à de telles épreuves. J'ai croisé le regard de Bastien à ce moment-là. Il y avait une lueur de triomphe dans ses yeux. Il jubilait. Ils vous font une dernière offre. Vous signez cet acte de cession du chalet à votre frère. En échange, ils abandonnent toutes les poursuites. L'offre financière de 100 000 € tient toujours, en signe de leur bonne volonté. Il m'a tendu le document et un stylo. Nous vous laissons jusqu'à la fin de la semaine pour y réfléchir et consulter votre propre avocat, si vous en avez un. Si nous n'avons pas de nouvelles d'ici vendredi soir, la plainte sera déposée lundi matin. Ils sont repartis sans un mot de plus, me laissant seul sur le seuil de ma propre maison, le papier tremblant entre mes doigts. Le refuge était devenu une prison. Ils m'avaient acculé, pensant que la peur me forcerait à céder. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié de qui j'étais la petite fille. Et ils ne savaient pas que dans un des vieux secrétaires en chêne de la maison, Odette m'avait laissé bien plus qu'un chalet. Elle m'avait laissé la vérité, consignée noir sur blanc. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un état de brouillard anxieux. Le document qu'il m'avait laissé trônait sur la table de la cuisine, une présence menaçante. Je le relisais sans cesse, comme pour y trouver une faille,
une issue. Mais le langage juridique était hermétique, froid, et la menace qu'il contenait était bien réelle. La peur était une chose physique, une boule dans mon estomac qui m'empêchait de manger, une tension dans mes épaules qui m'empêchait de dormir. L'idée d'un procès public, des accusations de manipulation, l'image de ma vie et de ma réputation déchiquetée par ma propre famille, c'était presque insupportable. J'ai même envisagé de signer. Pendant un bref instant de faiblesse, au milieu de la nuit, je me suis dit que céder serait plus simple. Leur donner ce qu'ils voulaient, prendre l'argent et disparaître. Puis, au lever du jour, alors que la première lumière rose caressait le lac, la voix de ma grand-mère m'est revenue, claire comme si elle était à côté de moi, n'oublie jamais ta propre valeur. Signer, c'était admettre qu'ils avaient raison. C'était valider l'idée que je ne méritais pas ce cadeau, que ma valeur était effectivement inférieure à celle de mon frère. Non. Je ne pouvais pas faire ça. Ce serait trahir Odette, et me trahir moi-même. Avec une énergie nouvelle, je me suis mise à chercher. Je ne savais pas quoi exactement, mais je me souvenais de la méticulosité de ma grand-mère. Elle gardait tout, les factures, les garanties, les lettres. J'ai commencé par son vieux secrétaire en chêne, celui où elle classait tous ses papiers importants. Tiroir après tiroir, je n'ai trouvé que des documents administratifs classiques. Puis, tout au fond d'un tiroir inférieur, sous une pile de vieux relevés bancaires, j'ai trouvé un grand classeur en carton bleu. Sur l'étiquette, un seul mot, écrit de la main soignée d'Odette, famille. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je l'ai posé sur le bureau et je l'ai ouvert. À l'intérieur, des dizaines de pochettes plastiques, classées par année. Et ce que j'y ai découvert a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement un classeur, c'était le journal méticuleux des relations financières qu'elle entretenait avec ses enfants. Il y avait des reconnaissances de dettes, signées de la main de mon père, pour des sommes allant de 5 000 à 20 000 euros. Prêt pour les affaires, avance pour la nouvelle voiture, aide pour les impôts. La première datait de plus de 10 ans. En faisant le total, j'en ai eu le souffle coupé, 180 000 euros. Et pour chaque prêt, ma grand-mère avait agrafé les relevés de compte montrant qu'aucun remboursement, ou presque, n'avait jamais été effectué. Il y avait aussi des copies de mai, imprimées avec soin. Des messages de plus en plus pressants d'Odette demandant des nouvelles, et les réponses évasives de mon père, pleines d'excuses et de promesses en l'air. C'était déjà accablant. Mais le pire était dans une pochette séparée, intitulée « Avenir Bastien ». À l'intérieur, un contrat de prêt formel de 60 000 euros, destiné à financer la création d'une start-up dans le secteur du numérique. Je me souvenais vaguement de cette histoire. Bastien avait prétendu pendant 6 mois être le prochain Mark Zuckerberg, avant d'abandonner le projet, sans plus d'explication. Le contrat stipulait clairement que les fonds devaient être utilisés exclusivement à des fins professionnelles. Et juste derrière, ma grand-mère avait fait quelque chose d'incroyable. Elle avait engagé un détective privé. Un rapport de quelques pages, avec des photos, détaillait comment l'argent avait été dépensé en moins d'un mois, un acompte de 40 000 euros pour une Porsche d'occasion, et le reste dans des boutiques de luxe à Paris. J'étais assise là, dans le silence du chalet, entourée de la preuve irréfutable de leur duplicité, de leur cupidité, de leur trahison. Ce n'était pas juste une dette. C'était des années de mensonges, de manipulation, d'abus de la générosité d'une femme qui ne leur avait jamais rien refusé. À ce moment précis, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Maître Valois. D'une voix blanche, je lui ai tout détaillé. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, elle a dit d'une voix empreinte d'une admiration nouvelle, « Votre grand-mère n'était pas seulement une femme bonne. C'était une stratège. Elle savait. Elle a tout préparé. Alix, ce classeur ne change pas seulement la donne. Il anéantit leur position. Ce ne sont plus eux qui vous attaquent. C'est vous qui détenez leur avenir entre vos mains. » La peur avait complètement disparu, remplacée par une certitude froide. Je ne ressentais ni joie, ni vengeance. Juste une immense tristesse et une détermination sans faille. Le piège n'était pas celui qu'ils me tendaient. Le vrai piège était ce classeur bleu, et ils y étaient enfermés depuis des années sans même le savoir. Armé des informations contenues dans le classeur bleu, j'ai rappelé Maître Durand le vendredi après-midi, juste avant l'expiration de son ultimatum. Ma voix était calme, posée.
Je lui ai simplement dit, Maître, concernant votre proposition, la réponse est non. Et j'ajoute que si vos clients décident de poursuivre leur action en justice, je me verrai dans l'obligation de me défendre avec la plus grande fermeté. J'ai savouré le silence surpris à l'autre bout du fil avant de raccrocher poliment. La balle était dans leur camp. J'imaginais les discussions fiévreuses, la frustration de mon père, la panique de Bastien. Je savais qu'ils interpréteraient mon refus comme de l'arrogance ou de la folie, ignorant tout de l'arsenal que je détenais. Cette période d'attente a été étrange. Je n'avais plus peur, mais je ressentais une sorte de pressentiment, l'intuition que leur désespoir les pousserait à commettre une erreur. Une erreur encore plus grave. Et cette erreur est venue de Bastien. Il n'avait pas la patience ou la subtilité de mon père pour la guerre psychologique. Mon frère était un prédateur qui, lorsqu'il était acculé, mordait sans réfléchir. Sa cible n'a pas été le chalet, ni même moi directement, mais ce que j'avais de plus précieux, mon indépendance, ma carrière. Environ une semaine après mon appel à leur avocat, j'ai reçu un email de mon plus gros client, une agence de design de luxe parisienne pour laquelle j'étais en train de finaliser une campagne très importante. Le message, provenant du directeur artistique, Marc, avec qui j'avais tissé des liens de confiance au fil des ans, était court et alarmant. « Alix, peux-tu m'appeler dès que possible ? C'est urgent et un peu délicat. » Mon estomac s'est serré. J'ai immédiatement appelé Marc. Sa voix était tendue, embarrassée. « Écoute, Alix, je ne sais pas trop comment te dire ça. Hier, la directrice des RH a reçu un email anonyme à ton sujet. » Il a fait une pause, cherchant ses mots. « Je vais te le lire. » L'expéditeur se présente comme un proche de la famille, très inquiet. Et il a lu. C'était un chef-d'œuvre de diffamation. Le texte, écrit dans un style faussement compatissant, décrivait ma spirale dépressive depuis la mort de ma grand-mère. Il parlait de problèmes psychologiques sérieux, de mon incapacité à respecter les délais, alors que je n'avais jamais été en retard sur un seul projet de ma vie, et de mon comportement imprévisible. L'auteur anonyme suggérait fortement que l'agence prenait un risque énorme en me confiant une campagne aussi prestigieuse et qu'il se sentait, moralement obligé, de les prévenir avant qu'un drame professionnel ne se produise. En écoutant Marc lire ces mots, je n'ai pas ressenti de la colère, mais une sorte de dégoût glacial. C'était la signature de Bastien. Cette combinaison de lâcheté, l'anonymat, de drames exagérés et d'attaques personnelles était sa marque de fabrique. Il n'avait pas réussi à me prendre la maison, alors il essayait de me couper les vivres, de me détruire professionnellement pour me rendre vulnérable et dépendante. C'est complètement faux, Marc, ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. C'est une affaire de famille compliquée. Un conflit d'héritage. Je sais, Alix, m'a-t-il interrompu doucement. Je n'ai pas cru un seul mot de ce torchon. Je te connais. Je connais ton travail. Tu es la personne la plus fiable avec qui j'ai jamais collaboré. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, des larmes de soulagement cette fois. La seule raison pour laquelle je t'appelle, a-t-il continué, c'est d'abord pour te prévenir. Et ensuite pour te dire que non seulement notre collaboration continue, mais que nous allons l'officialiser avec un contrat à plus long terme dès la semaine prochaine. Nous ne laissons pas des lâches dicter nos décisions. Après avoir raccroché, je suis restée assise pendant de longues minutes, le téléphone à la main. La gentillesse et la loyauté de Marc contrastaient si violemment avec la trahison de mon propre frère. Cet acte de sabotage raté a été un tournant décisif. Jusque-là, ma stratégie était défensive. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Mais en s'attaquant à mon gagne-pain, Bastien avait transformé cette bataille en une question de survie. Toute hésitation que je pouvais encore avoir à utiliser les informations du classeur bleu s'est envolée. Ma tristesse s'est muée en une détermination froide comme l'acier. Ils n'avaient pas seulement déclaré la guerre, ils avaient choisi de se battre sans aucune règle, sans aucune pitié. Très bien. S'ils voulaient une guerre totale, ils allaient l'avoir. Et j'allais utiliser toutes les armes que ma grand-mère m'avait laissées pour m'assurer qu'ils ne s'en relèveraient pas. L'assignation à comparaître est arrivée par courrier recommandé une semaine plus tard. C'était officiel. Ils n'avaient pas reculé. Leur ego et leur désespoir étaient si grands qu'ils étaient aveugles au précipice vers lequel ils couraient. En lisant le document, je n'ai pas ressenti la panique que j'avais tant redoutée.
À la place, il y avait une sorte de calme étrange, la sérénité de celui qui sait que l'issue est déjà écrite. Le jour de l'audience préliminaire, la petite salle du tribunal de grande instance d'Annecy était remplie d'une tension palpable. J'étais arrivé avec Maître Valois, mes mains légèrement moites mais mon visage impassible. Nous avions passé les 2 dernières semaines à préparer notre contre-offensive dans les moindres détails. Nos 3 boîtes d'archives étaient posées à nos pieds, silencieuses et menaçantes. De l'autre côté de l'allée, ma famille formait un tableau presque pathétique. Mon père, Gérard, essayait de projeter une image d'autorité, mais la crispation de sa mâchoire trahissait sa nervosité. Ma mère, Brigitte, avait revêtu son uniforme de victime professionnelle, un tailleur sombre, un maquillage discret et un air de martyr. Bastien, quant à lui, était l'image même de l'arrogance. Assis entre ses parents, il consultait son téléphone, affectant un détachement total, comme si cette procédure n'était qu'une formalité ennuyeuse avant sa victoire inévitable. Leur avocat, Maître Durand, semblait moins confiant, jetant des regards anxieux vers nos boîtes d'archives. La juge, Madame Dubois-Morel, était une femme dont la réputation la précédait, rigoureuse, intelligente et avec une aversion notoire pour les procédures abusives. Elle a ouvert la séance d'une voix sèche, s'adressant directement à Maître Durand. « Maître, le tribunal a déjà statué sur la validité du testament de la défunte. Je vous demande donc de nous présenter des éléments nouveaux et concrets qui justifieraient une accusation aussi grave que l'abus de faiblesse. » Maître Durand s'est lancé dans une plaidoirie confuse, mélangeant insinuations et témoignages de complaisance. Il a parlé de l'isolement de ma grand-mère, de ma présence constante et intéressée. Il a même tenté de présenter mon aide dans la gestion de ces papiers comme une preuve de ma manipulation. C'était faible, et le froncement de sourcils de plus en plus prononcé de la juge indiquait qu'elle n'était pas dupe. Puis, la juge a dit, « Maître Valois, la parole est à la défense. » Maître Valois s'est levé, non pas pour se défendre, mais pour attaquer. Madame la juge, avec tout le respect que je dois à mon confrère, nous n'allons pas nous attarder sur ce roman familial. La défense va plutôt vous exposer les véritables motivations derrière cette procédure calomnieuse. Ces motivations, Madame la juge, tiennent en 2 mots, dette et fraude. Un murmure a parcouru la salle. J'ai vu mes parents se raidir. Maître Valois a alors ouvert la première boîte. C'était un spectacle d'une efficacité redoutable. Elle a commencé par déposer sur le bureau de la juge, une par une, les reconnaissances de dette. 10 ans de prêts non remboursés. Elle a chiffré le montant total, avec les intérêts. Plus de 200 000 € dus à la succession, Madame la juge. Le visage de mon père est passé du rouge à un blanc cireux. Maître Durand balbutiait des objections que la juge a balayées d'un geste de la main. Ensuite, Maître Valois a sorti le dossier « Avenir Bastien ». Elle a lu à voix haute l'objet du prêt, financement d'une start-up. Puis, elle a présenté le rapport du détective. Les photos de la Porsche et des montres de luxe sont apparues sur l'écran de la salle d'audience. C'était brutal, indiscutable. Bastien, qui avait finalement rangé son téléphone, était devenu livide. Il semblait avoir rétréci sur son siège. Pour finir, Maître Valois a sorti une dernière pièce, une copie de l'email anonyme envoyé à mon client. Et quand l'intimidation juridique n'a pas suffi, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans le silence de mort, les plaignants n'ont pas hésité à recourir à la diffamation et à la tentative de sabotage professionnel pour mettre la défenderesse à genoux. La juge a lu l'email, son visage se durcissant à chaque ligne. Quand elle a relevé la tête, son regard était glacial. Elle a fixé mes parents, puis Bastien. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» a-t-elle demandé, sa voix glaciale ne laissant place à aucune discussion. Personne n'a répondu. Le silence était leur seul aveu. Le verdict est tombé, non pas comme un jugement, mais comme une exécution. Cette procédure est une honte, a déclaré la juge. Elle est non seulement rejetée avec préjudice, mais elle constitue un abus de droit manifeste. Je condamne donc les plaignants à payer l'intégralité des frais de justice engagés par mademoiselle Alix Dubois. De plus, au vu des éléments présentés, notamment les reconnaissances de dette et les preuves de détournement de fonds, je saisis le procureur de la République pour une enquête approfondie pour suspicion de fraude, de tentative d'escroquerie au jugement et de fausses déclarations. Son marteau est tombé. Le son sec a scellé leur destin. C'était fini.
Ils n'avaient pas seulement perdu un procès. Ils venaient de perdre leur honneur, leur sécurité financière, et peut-être même leur liberté. Et dans leur chute, ils m'avaient enfin donné la mienne. La sortie du tribunal a été une scène gravée dans ma mémoire. Ma famille est restée un long moment assise, prostrée, comme si les mots de la juge les avaient pétrifiés. Ma mère pleurait en silence, des larmes de peur, pas de remords. Mon père fixait le vide, le visage défait. Bastien, pour la première fois de sa vie, semblait complètement perdu, son arrogance habituelle remplacée par une incrédulité paniquée. Je suis partie avec Maître Valois sans un regard en arrière. Je n'éprouvais aucune satisfaction, seulement un immense et profond soulagement. Le poids que je portais depuis des mois, depuis des années en réalité, venait de se dissoudre. La nouvelle, comme prévu, s'est propagée à la vitesse de l'éclair. L'article du journal local, cette fois, était bien plus précis. Il parlait d'une « affaire d'héritage qui tourne mal », mentionnait l'enquête du procureur pour « suspicion de fraude » et la condamnation à payer des « frais de justice substantiels ». Le déshonneur n'était plus une rumeur, il était public, imprimé noir sur blanc. Les conséquences ont été une véritable réaction en chaîne, chaque maillon entraînant le suivant dans sa chute. La première déflagration, et la plus personnelle pour Bastien, est venue d'Élise, sa fiancée. Elle m'a appelé le surlendemain de l'audience. Sa voix était posée, mais on sentait une colère froide sous la surface. « Alix, je t'appelle pour 2 raisons. La première, c'est pour m'excuser. Je n'ai pas voulu voir, j'ai cru ce qu'il me disait. J'ai été stupide, et je suis sincèrement désolée pour le mal que cela t'a causé. Ce n'est pas ta faute, ai-je répondu, touchée par sa démarche. Peut-être, a-t-elle dit, mais la deuxième raison est que je veux que tu l'apprennes par moi. J'ai quitté Bastien. Elle a pris une profonde inspiration. Le procès a révélé la vérité, pas seulement sur l'argent, mais sur sa nature profonde. Cette cruauté, cette capacité à mentir à tout le monde, y compris à moi, en me faisant croire que sa Porsche venait d'un investissement génial. Je ne peux pas construire ma vie là-dessus. Je lui ai rendu sa bague ce matin. J'ai appris plus tard par ma tante Sylvie que la confrontation avait été violente. Bastien n'avait pas accepté la rupture. Il avait supplié, puis menacé, et enfin, dans un accès de rage typique, il l'avait accusée d'être une « profiteuse » qui le laissait tomber maintenant que les choses se compliquaient. Il avait même eu l'audace de lui dire que tout était de ma faute, que j'avais « manipulé tout le monde » contre lui. Sa cécité face à ses propres actions était totale. Pour mes parents, le choc a été financier. La condamnation à payer mes frais de justice, qui s'élevaient à près de 40 000 €, a été le coup de grâce pour leurs finances déjà précaires. Ajouté à la menace de devoir un jour rembourser les 200 000 € à la succession, la situation était intenable. La banque, alertée par leur situation juridique, a commencé à s'inquiéter de leurs prêts. Leur château de cartes, construit sur des apparences et des dettes, était en train de s'effondrer. Le téléphone a recommencé à sonner. Mais cette fois, c'étaient des appels de contrition. Ma tante Sylvie, mortifiée, s'est excusée en pleurs. D'autres membres de la famille ont suivi, chacun avec sa propre version de « je ne savais pas, si j'avais su ». J'ai accepté leurs excuses avec une politesse froide. Leur soutien tardif ne signifiait plus rien pour moi. Ils ne s'étaient pas rangés du côté de la justice, mais du côté du vainqueur. La chute était totale. Bastien avait perdu sa fiancée, sa réputation, et toute crédibilité. Mes parents faisaient face à la ruine et à une enquête pénale. Ils s'étaient tellement concentrés sur la destruction de mon avenir qu'ils n'avaient pas vu qu'ils étaient en train de dynamiter le leur. Chaque élément de leur vie confortable, chaque certitude, chaque parcelle de leur statut social s'évaporait. Il ne restait plus qu'à régler la question de la dette, le dernier fil qui me reliait encore à eux. Et j'étais bien décidée à ce que cette dernière discussion soit aussi la coupure définitive. 2 semaines se sont écoulées, 2 semaines de silence complet de leur part. J'imaginais le chaos dans leur maison, la peur de l'enquête, la pression des créanciers, les reproches mutuels. Finalement, l'appel est venu, non pas d'eux, mais d'un avocat que je ne connaissais pas. Un spécialiste en droit des faillites. Il demandait une réunion pour discuter d'un règlement à l'amiable concernant les dettes de ses clients envers la succession. Le choix de l'avocat était un message en soi,
ils étaient au bord du gouffre. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de réunion stérile du cabinet de Maître Valois. La dernière fois que j'avais vu mes parents, ils étaient arrogants et accusateurs. Aujourd'hui, ils étaient méconnaissables. Mon père, qui avait toujours porté des costumes impeccables, semblait flotter dans sa veste. Son regard fuyait constamment, incapable de croiser le mien. Ma mère avait le visage gris, les traits tirés. Elle tenait un mouchoir froissé dans ses mains tremblantes. Ils n'étaient plus des prédateurs, ils étaient des survivants d'un naufrage qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Bastien n'était pas venu. Une absence qui en disait long sur sa lâcheté. Leur avocat a exposé la situation sans détour. Mes clients sont insolvables. Leurs biens immobiliers sont déjà lourdement hypothéqués. Leurs économies sont quasi inexistantes. S'ils sont contraints de rembourser l'intégralité de la dette envers la succession, ainsi que les frais de justice, ils n'auront d'autre choix que de déposer le bilan. Une procédure de faillite personnelle sera longue, coûteuse, et au final, la succession, donc mademoiselle Alix, ne récupérera qu'un faible pourcentage de la somme due. C'était une tentative de négociation basée sur leur faiblesse, une façon de dire, vous n'obtiendrez rien de toute façon, alors autant être raisonnable. Maître Valois et lui ont commencé à débattre des options, des plans de paiement, de la liquidation des quelques actifs restants. Je les écoutais d'une oreille distraite. Mon attention était fixée sur mes parents. Je les regardais, non plus avec colère, mais avec une sorte de curiosité clinique. J'essayais de trouver une étincelle de regret, un signe de remords pour le mal qu'ils m'avaient fait, au-delà de leurs problèmes d'argent. Je n'en ai vu aucun. Seulement la peur et l'apitoiement sur leur sort. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas leur argent que je voulais. Obtenir leur dernier centime ne réparerait rien. Cela ne me rendrait pas les années d'indifférence, cela n'effacerait pas les insultes, cela ne guérirait pas les blessures. Poursuivre la dette ne ferait que me maintenir lié à eux, enchaîné à leur misère pour des années. Ma victoire n'était pas financière. Ma victoire, c'était la liberté. J'ai levé la main, interrompant les avocats. Un silence s'est installé. J'ai une proposition, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai regardé mon père, puis ma mère. Je suis prête à renoncer à la quasi-totalité de la créance. Je suis prête à oublier les frais de justice. Je suis prête à demander à Maître Valois de transmettre une lettre au procureur indiquant que je ne souhaite pas porter plainte au pénal pour la fraude, ce qui pèsera certainement en votre faveur. Un souffle d'incrédulité a traversé la pièce. L'avocat de mes parents me regardait, stupéfait. Mon père a lentement relevé la tête, une lueur d'espoir avide dans ses yeux. À une seule et unique condition, ai-je continué, mon ton se durcissant. C'est une condition non négociable. Vous allez signer un accord, rédigé par nos avocats, qui stipule que vous, maman, et Bastien, vous vous engagez à ne plus jamais, sous aucun prétexte, entrer en contact avec moi. Ni directement, ni indirectement. Pas d'appel. Pas de mail. Pas de visite. Pas de message par l'intermédiaire de tiers. Je veux disparaître de votre vie, et je veux que vous disparaissiez de la mienne. Définitivement. Ma mère a eu un hoquet. Mais, tu es notre fille, a-t-elle balbutié, les larmes coulant enfin. On ne peut pas, tu nous demandes de renoncer à toi. Je l'ai regardée, sans ciller. Non, maman. C'est vous qui avez renoncé à moi il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je ne fais qu'officialiser votre décision. Le silence qui a suivi a été la réponse. Il n'y a pas eu de supplication, pas de plaidoyer pour l'amour familial. Il n'y a eu que le calcul froid de l'intérêt financier. Après un long regard échangé avec son avocat, mon père a hoché la tête. Nous acceptons tes conditions. Les documents ont été rédigés et signés dans l'heure qui a suivi. Leur signature, maladroite et tremblante, était le paraphe final sur l'acte de décès de notre famille. En les regardant partir, deux silhouettes grises et voûtées, je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste le vide. Le vide immense et incroyablement libérateur de l'attente qui prend fin. J'étais enfin libre. Couper les ponts légalement est une chose. Guérir en est une autre. Les premiers mois de ma nouvelle vie à Annecy ont été un mélange étrange de soulagement et de désorientation.
J'étais libre, mais libre de quoi, au juste? Libre d'une relation toxique, certes, mais aussi libre de la seule structure familiale que j'ai jamais connue. Il y avait un vide, un silence où se trouvait auparavant la tension, l'anticipation de la prochaine blessure. J'ai dû apprendre à vivre avec ce silence, à le meubler non plus avec de la douleur, mais avec mes propres choix, mes propres joies. Le chalet est devenu mon projet de guérison. Je me suis lancée dans sa rénovation avec une énergie féroce. J'ai poncé les vieux parquets jusqu'à faire ressortir la chaleur du bois. J'ai repeint les murs dans des teintes douces de crème et de sauge. J'ai passé des week-ends entiers dans le jardin, les mains dans la terre, à arracher les mauvaises herbes comme si j'arrachais les souvenirs douloureux, et à planter de nouvelles fleurs, promesse d'un avenir plus coloré. Chaque tâche était une méditation, une façon de m'approprier non seulement les murs de la maison, mais aussi les murs de ma propre vie. La petite somme que j'ai finalement touchée de mes parents après la vente de quelques actifs, je ne voulais pas la garder. Elle était entachée de trop de souffrance. Après mûre réflexion, j'ai créé la Bourse aux dettes, un fonds destiné à aider les femmes de plus de 40 ans de la région à financer une formation pour changer de vie. La première lauréate, une ancienne secrétaire qui rêvait de devenir ébéniste, m'a écrit une lettre si touchante que j'en ai pleuré. Je savais que ma grand-mère aurait adoré cette idée. C'était une façon de transformer l'argent de la discorde en un outil d'émancipation. Je n'ai jamais plus eu de nouvelles directes de mes parents ou de mon frère. Le contrat était, semble-t-il, la seule promesse qu'ils aient jamais tenue. Par les rares échos qui me parvenaient via ma tante Sylvie, avec qui j'ai maintenu une relation polie mais distante, j'ai appris qu'ils avaient vendu la maison familiale et vivaient désormais dans un petit appartement. L'enquête du procureur avait été classée sans suite, en partie grâce à ma lettre indiquant que je ne souhaitais pas porter plainte. Ils avaient échappé au pire, mais ils avaient perdu l'essentiel, leur statut, leur confort, et leur fille. Bastien, apparemment, vivait toujours avec eux, passant d'un petit boulot à l'autre, amer et plein de reproches. La plus grande transformation, cependant, s'est produite à l'intérieur de moi. Un jour, en recevant un email d'une cousine éloignée qui avait entendu mon histoire et qui partageait une expérience similaire de mise à l'écart, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Nous avons commencé à correspondre, à partager nos histoires. J'ai découvert qu'il existait toute une communauté de gens comme moi, des « enfants invisibles » devenus des adultes qui avaient dû apprendre à être leurs propres parents, leur propre soutien. J'ai trouvé en eux non pas une famille de sang, mais une famille de cœur, une tribu choisie basée sur la compréhension mutuelle et le respect. Aujourd'hui, ma vie est calme. Mon travail de graphiste s'est développé. J'ai des clients qui respectent mon talent, des amis qui chérissent ma présence. J'ai même commencé une relation avec un homme doux et patient qui trouve ma sensibilité magnifique, et non déraisonnable. Parfois, les matins d'été, je prends mon café sur le ponton, face au lac miroitant. Je pense à ma grand-mère. Je pense à la force qu'il lui a fallu pour préparer sa succession, pour anticiper la bataille à venir. Elle ne m'a pas seulement légué une maison. Elle m'a légué une leçon de vie, la valeur de soi n'est pas négociable. Elle m'a donné les armes pour me battre, et la permission de gagner. J'ai perdu une famille, c'est vrai. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. Mon histoire est terminée, mais je sais qu'elle fait écho à beaucoup d'autres. Si vous aussi, vous avez dû vous battre pour votre place, pour votre valeur, au sein de votre propre famille, partagez votre expérience dans les commentaires. Nos histoires, mises ensemble, sont une force. Elles nous rappellent que même après la plus violente des tempêtes, il est possible de reconstruire, de refleurir, et de trouver enfin la paix. Merci de m'avoir écouté.